Le constat est clair pour moi, et c'est celui qui s'impose à l'issue d'une carrière au sein de la défense, dans l'institutionnel, puis après au sein de l'industrie, dans d'autres entreprises de dimension internationale et surtout au contact de beaucoup d'autres entreprises. Quel est ce constat qui, je crois, est partagé par bon nombre de responsables sûreté et quelques experts de l'intelligence économique? Le constat est le suivant. La maîtrise des risques, qui est une fonction connue, reconnue et très correctement traitée, je pourrais dire, au sein des entreprises, par les responsables et par les responsables financiers en particulier, présente encore un défaut dans la mesure où un risque reste négligé, voire même nié, c'est le risque qui est lié à la malveillance. Alors, est-ce que ça veut dire que ce risque, il n'y a pas de progrès dans les entreprises de ce côté-là? Ce n'est pas le cas, mais ce progrès est nettement en deçà du progrès du risque en question, et donc quelque part, ce différentiel s'accroît également. Que l'on le veuille ou non, et on peut sans doute le regretter, les relations commerciales internationales aujourd'hui relèvent plus de la guerre de Clausewitz que du doux commerce de Montesquieu. Donc pour moi, il y a vraiment péril en la demeure. Qu'est-ce que la malveillance? Quels sont les acteurs? Quels sont les enjeux? Question fondamentale. La malveillance, c'est très simple, c'est la volonté de nuire. Quand il s'agit de l'entreprise, c'est son patrimoine qui est visé, le patrimoine sous toutes ses formes, qu'il s'agisse des biens tangibles, dont les biens financiers, qu'il s'agisse des ressources humaines, les personnels, les employés, qu'il s'agisse des données, de l'information fondamentale aujourd'hui, sans oublier la réputation. En fait, tout ceci représente ce qui fait la compétitivité et la performance et le développement d'une entreprise. La malveillance a une spécificité, c'est le facteur humain qu'il faut surtout pas oublier. Le facteur humain sous ses formes les plus sombres, c'est le machiavélisme du fraudeur, c'est la créativité du hacker, mais c'est surtout la sournoiserie. La malveillance avance toujours cachée. Les modes d'action de la malveillance, c'est bien sûr l'action criminelle, c'est l'espionnage, ce genre de choses. Mais ce sont aussi et surtout des modes d'action parfaitement légaux, comme l'intelligence économique, qui est redoutable et qui d'ailleurs évite à certains de ces malveillants d'avoir recours à des moyens illégaux. Les acteurs, ça peut être des individus, ça peut être l'entreprise concurrente, ça peut être des groupes criminels, terroristes, ça peut être une société concurrente, mais ça peut être aussi un État qui dispose de moyens extrêmement puissants et qui d'ailleurs, ces États peuvent compter parmi nos alliés politiques les plus proches. Il faut aussi ne pas oublier que tous ces acteurs, suivant les circonstances, suivant les intérêts communs, peuvent se liguer, s'associer pour obtenir un but commun. Et puis les acteurs, ce sont aussi les entreprises qui sont menacées, qui négligent plus ou moins leur protection. Et aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées. De la start-up jusqu'au grand groupe international, je crois qu'aujourd'hui, une entreprise qui prétendrait ne pas être concernée est soit une entreprise qui ne compte pas dans son secteur d'activité, soit tout simplement une entreprise qui est sourde et totalement aveugle. Les enjeux, ils sont tout simplement cruciaux. Aujourd'hui, l'unité de compte pour évaluer le coût d'une attaque cyber, par exemple, c'est de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de millions d'euros. Ces enjeux, ils sont aussi croissants, parce que la puissance des attaques est croissante, et puis aussi et surtout parce que notre surface d'exposition à ces attaques, elle aussi, elle croît, tout simplement parce que nos process sont de plus en plus numérisés. Ça veut dire donc que si on considère ces enjeux, ces acteurs, on constate que la malveillance est une sorte de continuum étendu, polymorphe, qu'il faut prendre en compte. On est donc dans cette
dans cette vision très loin du cliché de la petite fraude du comptable. Alors, en quoi la sûreté peut être une solution adéquate pour l'entreprise? C'est très simple, c'est d'abord une affaire de survie. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui perdent des parts de marché à cause de la malveillance, qui périclitent, voire même qui meurent, sans véritablement s'en rendre compte. Et ceci en silence. La deuxième chose qu'il faut dire et retenir à propos de la sûreté, c'est que c'est le monde de l'incertitude, la sûreté. C'est un domaine où tous les jours il y a des crimes, mais il n'y a jamais de cadavres. C'est un domaine où il y a des indicateurs d'échec, mais jamais d'indicateurs de sûreté, vous ne savez, de succès. Vous ne savez jamais si votre sûreté est vraiment efficace ou pas. Pour organiser une sûreté de façon adéquate, il faut tout simplement qu'elle soit à l'image du risque de la malveillance. Et ce risque, comme on l'a vu, eh bien, il est stratégique parce que les enjeux sont cruciaux, ils sont globaux, la menace elle est globale, étendue, et puis surtout, comme on l'a dit, c'est un risque qui est basé sur le facteur humain. Et à ce titre, je crois qu'il faut mettre en garde contre une approche exclusivement technologique du risque cyber en particulier, puisqu'il s'agit avant tout d'un risque basé sur la vulnérabilité du facteur humain, et ça, les hackers l'ont très bien compris depuis longtemps. Il y a bien sûr une solution qui s'impose assez rapidement, assez naturellement, c'est le recours réglementaire. C'est facile, c'est immédiat, c'est efficace. En fait, on impose par la loi ou le règlement aux entreprises de se protéger un peu malgré elles. C'est une solution séduisante, c'est le cas de la réglementation sur la protection des données personnelles en particulier, issue d'une directive européenne. Mais à mon avis, ce recours séduisant présente deux écueils majeurs. Le premier, d'abord, c'est que la loi qui est faite pour tout le monde n'est pas forcément adaptée à l'entreprise, qui est, elle, orientée sur la performance et l'efficience. Et puis, deuxièmement, et surtout, c'est que ce recours finit par déresponsabiliser les managers de l'entreprise et en fait déléguer totalement leur sûreté à l'État. En conclusion, aujourd'hui, on constate qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pris encore leur sûreté en main, et il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont, même à des niveaux internationaux, qui n'ont pas véritablement pris encore leur marque, et surtout qui sont totalement dépourvues de véritables structures de sûreté. Aujourd'hui, il y a, à mon avis, deux choses essentielles et urgentes que doivent accomplir nos entreprises dans notre pays. Le premier, c'est de sortir de la naïveté et du déni, et de prendre véritablement ce risque en considération. Et le deuxième pas, c'est d'anticiper, de passer d'un stade réactif à un stade préventif pour ne plus subir ce genre d'attaque. On pourrait, et ça serait sans doute intéressant, de se plonger dans l'histoire de notre pays pour savoir quelles sont les raisons profondes de cet état de choses dans notre pays, et en particulier la primauté de l'État pour ce qui concerne certains rôles régaliens, dont la sécurité. Je crois que dans l'immédiat, il y a tout simplement un pas à faire aussi pour les responsables sûreté en entreprise, qui consiste tout simplement à dialoguer, à expliquer, à échanger avec leurs managers en entreprise, en des termes, je dirais, business, si vous passez l'expression, en des termes simples, des termes d'entreprise, et non pas en termes technologiques, abscons, incompréhensibles. C'est ce que nous avons essayé de faire avec vous aujourd'hui.